Alors, c'est bien que les gens ne se sentent pas concernés, et tant mieux, mais n'empêche, il y en a qui y pensent pour eux, Rachel. Non, mais ce qui est fou, c'est que les jeunes de cette génération ne soient pas concernés à défendre leur pays. Il y a d'autres pays où tous les jeunes, vous leur demandez, et ils sont prêts à défendre leur pays. Là, lorsqu'il dit « je ne me sens pas concerné », alors il y a peut-être la question de l'Ukraine. Oui, on parle de l'Ukraine. Non, mais il y a deux choses. Je pense que les Français ont un bon diagnostic, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas menacés directement par la Russie, et en ce sens, ils se disent « cette guerre n'est pas la mienne, donc j'ai pas envie d'aller mourir pour Kiev ». Mais il y a deux choses. En revanche, si demain la France était attaquée, et je pense qu'il faut reposer la question, et les gens ne se poseront pas la question de j'ai envie, j'ai pas envie, ou j'ai le choix, pas le choix. De toute façon, quand la guerre arrive, vous pouvez regarder toute l'histoire de France, l'histoire des pays, en fait la guerre s'impose à vous, vous n'avez pas le choix, c'est de la réquisition. Mais sauf que les personnes qui ont été interviewées, elles auraient pu répondre en 2 temps. C'est ça que je disais. Oui, mais c'était sur l'Ukraine. Oui, Laetitia, et puis après on va écouter Jean-Noël Barrot. Il y a une vraie interrogation des Affaires étrangères, Rachel, sur la question du sentiment patriotique aujourd'hui et de l'adhésion à la France de la part de toute la jeunesse française. Alors que personne ne souhaite aller en guerre, ça c'est certain. C'est une génération qui de toute façon n'a aucune envie de mourir pour quiconque, et c'est pour elle. Mais quand même, le fait de se sentir en adhésion avec la nation dans laquelle on se trouve, ça c'est quand même une question qui n'est pas tout à fait... Alors Laetitia, juste un petit mot de la Suisse parce que c'est intéressant. Comment ça fonctionne ? Vous avez une conscription nationale, vous, ou pas en Suisse ? Oui, on a une conscription nationale qui était un peu adoucie, mais effectivement, chaque jeune garçon et maintenant aussi jeune fille, la question se pose pour les femmes de rendre obligatoire aussi le service aux femmes, mais pour l'instant c'est optionnel. Ça dure combien de temps ? C'est 4 mois et après on peut faire ça. Après il y a des cours de répétition, ce qu'on appelle des cours de répétition toutes les années. Vous avez 3 semaines. Surtout vous l'avez toute la vie. Une grande. C'est ça qui me frappe. Alors ça a été très très adouci, parce que maintenant alors on paye les soldats. Il y en a beaucoup justement qui se disent c'est chouette, on va faire un peu d'argent de poche. Et il y a une grande partie qui essaye de se faire réformer. Faut pas se leurrer, c'est pas. Pour un pays neutre qui ne fait jamais la guerre, et qui a un abri anti-atomique sous chaque maison. Bien sûr, oui, on ne sait pas s'il fonctionne. Ça, c'est pas non plus. Non, mais il y en a. Ce n'est pas un modèle de la. Mais bien sûr qu'il y a, et pendant très longtemps, la cohésion aussi est passée par là, par le service militaire. C'est qu'on réunissait les jeunes, quelle que soit leur région linguistique, quel que soit leur niveau social, dans les mêmes casernes. On avait cette discussion tout à l'heure, effectivement. Et Joseph, on se disait, voilà, les vertus du service national. Que vous appelez de vos voeux. On a une discussion animée avec... Mais non, mais c'est pas du tout la même échelle, et 2, la finalité n'est absolument pas la même. Non, mais encore une fois, moi je pose la question, quel est l'objectif quand les gens parlent du rétablissement du service militaire ? Est-ce que l'objectif c'est de remettre du plomb dans la cervelle de jeunes délinquants, ou est-ce que c'est de lever une armée... J'aime pas cette expression. Non mais pardon. Est-ce que l'idée c'est de redresser des jeunes qui sont en train de se perdre, ou est-ce que c'est de lever une génération en armes ? Les deux, mon colonel. Quand on a fait son service militaire, Louis, je crois que la première chose, c'est faire que tout le monde sache ce qu'est le principe d'autorité, premier point. Et le deuxième point, qui à mon avis est important, c'est parler la même langue. Voilà. Parler un langage commun. Donc c'est régler les échecs de l'éducation nationale. Pas du tout, parce que c'est ainsi que vous faites une nation. Mais la différence... Alors déjà, on est à 2 ou 3 générations qui n'ont pas connu la guerre, en dehors des soldats professionnels, évidemment, parce qu'on était sur des théâtres extérieurs. Mais depuis 1962, depuis la guerre d'Algérie, dans les familles, le dernier qui a peut-être fait la guerre, c'est le grand-père. Voilà. Par contre, la différence entre ma génération et celle de mon père, c'est que mon père, il a fait son service militaire, et quand il m'en parle, il savait ce que c'était qu'une arme, il savait ce que c'était que l'autorité, il savait ce que c'était que sauter en parachute ou faire du rappel, et il savait ce que c'était que l'armée. Moi, je ne sais rien de tout cela. Donc c'est quand même une différence entre ceux qui l'ont fait et cette nouvelle génération qui ne l'a pas fait. Et si demain on doit se retrouver au front sans jamais avoir manipulé une arme, voilà. Et alors en plus, il y avait différents types de services militaires. Là, j'ai pris l'exemple de mon père. Et effectivement, il y avait des gens qui étaient dans les bureaux derrière un ordinateur et qui ne doivent pas très bien savoir ce qu'est l'armée non plus. Et les planqués. Mais voilà. À l'infirmerie. Le Minitel. Petite pause, le temps du rappel des titres de l'actualité, 18h30 avec Maureen Vidal sur CNews et sur Europe 1. Maureen. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la Turquie continuera d'apporter tous les soutiens possibles à la Syrie, a assuré le président Recep Tayyip Erdogan. Après plusieurs jours d'affrontements mortels, le président turc a plaidé pour l'intégrité territoriale et l'unité de la Syrie pour qu'elle parvienne à la paix avec toutes ses composantes ethniques et communautaires, selon ses mots. En déplacement dans un lycée à Nantes, Jean-Noël Barrot l'affirme, sans l'Europe, l'Amérique serait moins forte. Face au souhait de Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur les produits européens, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères plaide
plaide pour de nouvelles coopérations plutôt que d'entrer dans des confrontations commerciales, selon ses mots. Et 4 mois de prison avec sursis, interdiction du territoire pour 2 ans à l'encontre de l'imam de la mosquée de Pessac. Abourahmane Ridouane était accusé d'apologie du terrorisme. Placé sous contrôle judiciaire, il avait interdiction de quitter le territoire jusque-lors. Il a été inscrit également au fichier judiciaire national des auteurs d'infractions terroristes. Merci beaucoup Maureen Vidal. Vous évoquiez Jean-Noël Barrot. On va l'écouter, il s'est exprimé aujourd'hui. Il estime que le combat en Ukraine est le nôtre. Écoutez. Je ne crois pas que la France puisse se désolidariser de l'Ukraine, puisque le combat des Ukrainiens, c'est aussi le nôtre. Les Ukrainiens se battent pour l'intégrité de leur pays, mais ce faisant, ils se battent aussi pour la sécurité européenne. La ligne de front en Ukraine aujourd'hui, c'est la première ligne de défense des intérêts européens. C'est pourquoi les intérêts européens et les intérêts ukrainiens sont intimement liés. Et il serait irresponsable de ne pas soutenir les Ukrainiens dans la résistance héroïque qu'ils opposent à l'envahisseur russe depuis 3 ans maintenant. Voilà pour Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Et là, il est dans une école, Louis Dragnel. Il fait quoi exactement ? Parce que Jean-Noël Barrot s'est lancé dans une tournée, un tour de France, pour essayer d'aller sur le terrain pour convaincre les Français du bien fondé de la politique d'Emmanuel Macron et donc du gouvernement français. Il prêche la bonne parole. Sur la question ukrainienne. Donc c'est bien qu'il y a quand même un doute en France sur le territoire national. C'est rarissime, jamais un ministre des Affaires étrangères n'a fait ça. Moi je trouve que si on regarde le fond de ce qu'il dit, je ne pense pas que les Français disent que notre on s'en fiche complètement de l'Ukraine, allez-y, laissez tomber. Il y a quand même, je trouve, il y a besoin d'un peu de nuance même vraiment dans ce que dit le gouvernement. C'est tellement binaire. Non mais ce raisonnement est effroyablement binaire. Non, mais les Français ne disent pas voilà, il faut abandonner l'Ukraine. En revanche, ce qu'ils veulent, c'est que on soit pas dans une logique d'engrenage qui nous mette malgré nous, qui nous entraîne malgré nous dans un conflit dans lequel on n'a jamais choisi d'être et qui ne nous concerne pas. Et pour rejoindre ce que disait Gauthier Lebret tout à l'heure, la question de la force d'interposition, si on y participe, savoir dans quelle modalité, sous quel mandat, c'est une question essentielle parce que typiquement, c'est typiquement une mesure qui peut nous entraîner dans un engrenage. Donc la logique de Jean-Noël Barrot, bon, elle est intéressante, mais en fait, quand on l'écoute, on doit soutenir sans limite, de manière inconditionnelle, et tout ce qui est proposé. Et sinon, pour soutenir l'Ukraine, sinon on est des horribles collabos. Mais en fait, je trouve qu'il y a une palette de nuances, et on a le droit aussi de demander au gouvernement un peu de respect pour la nuance. Alors Gauthier et Joseph, vous parliez. C'est-à-dire que privilège de l'Église. Tout langage diplomatique aujourd'hui est banni. Le ministre des Affaires étrangères a tout sauf un langage de diplomate. C'est quand même un peu fou. La logique dans laquelle il nous fait entrer de force, et Emmanuel Macron pareil, qui est une logique fondamentalement binaire, c'est une logique binaire. C'est une logique qui est déployée par des gens qui n'ont pas vu ce qui allait se passer, qui pensaient que Kamala Harris allait être présidente des États-Unis. Excusez-moi, mais j'ai quand même quelques réticences. Non mais Jean-Noël Barrot... Attention, ils vont dire que vous êtes du KGB, hein. Vous ne les connaissez pas. Jean-Noël Barrot, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Hein. Exactement. Jean-Noël Barrot, c'est l'un de ceux qui a participé justement, peut-être même plus qu'Emmanuel Macron, à cette surenchère de la peur. C'est le premier qui parle de menaces existentielles sur la Russie. Emmanuel Macron n'en parle pas dans son allocution. Il en parle le lendemain en conférence de presse à Bruxelles, après Jean-Noël Barrot. Et c'est lui qui a dit les Russes se rapprochent de plus en plus de nous et de nos frontières. Oui. Donc c'est celui qui a sans doute le plus accentué la ligne de front, exactement. Et pour reprendre ce que disait Louis donc sur la force d'interposition, les garanties de paix que pourraient représenter les troupes françaises en Ukraine, s'il y a des craintes aujourd'hui, c'est bien parce qu'on ne peut pas faire confiance aux Russes. C'est bien, pour le coup, pour reprendre la phrase d'Emmanuel Macron, qui peut croire que les Russes s'arrêteraient à l'Ukraine. Si on craint que les Français soient en Ukraine et qu'il y ait des échanges de tirs dans quelques mois après le cessez-le-feu entre les Ukrainiens et les Russes et que les Russes ne respectent pas cette nouvelle frontière, ne se contentent pas de la Crimée et du Donbass, c'est bien parce que c'est impossible de dire que Vladimir Poutine veut la paix. Dieu qu'il nous manque de grands hommes. Laetitia Guinan. Oui, et puis le problème, effectivement, c'est que les gens en ont marre, en fait, que ça touche à leur porte-monnaie. Ils ont l'impression que ça soit on y arrive, justement. Vous en avez France, en Italie, en Suisse, partout. Se dire, finalement, cette guerre, on la paye
depuis des années, on ne voit pas pourquoi, on ne voit pas, etc. Et puis on nous donne un discours tout fait, on ne voit pas la menace exactement existentielle actuellement. C'est pour ça que, et c'est pour ça que c'est très dangereux aujourd'hui de prendre dans les fonds qui seront dans le social ou dans les hôpitaux, aujourd'hui pour réarmer, quel que soit le discours, parce que ça va créer une réaction anti. Donc il faut que l'Europe trouve, et j'ose bien croire qu'effectivement, ce que disait Enrico Letta, pour y revenir, était juste. Et donc ils ont des fonds qui ne doivent pas être ceux précisément des États, parce que là, ça ne passera pas. Ça va être une réaction épouvantable, et on comprend les gens, ils ne vont pas vouloir effectivement acheter ce discours encore très longtemps. Alors, oui. Par contre, je pense qu'ils veulent bien payer pour réarmer la France. Si leur impôt va dans le réarmement et pas dans des prestations sociales qui ne s'arrêtent jamais. Travaillons plus. Et alors là, on va... Ou dans le Haut Commissariat au Plan. On va faire la bascule sur les retraites dont on va parler dans un instant. Dans l'effort de guerre, il y a effort. Il y a effort. Et il y a travaillé plus. Il y a travaillé plus. Juste un point qui passe très souvent... Rapido, parce qu'on fait la pause. Sous les radars, c'est la question de l'énergie. La question de l'énergie, on a refusé au niveau européen d'avoir une politique de l'énergie. Ce qui nous fait payer les malheureusement, nous payons cher. Évidemment, bien sûr, nous payons cher ce prix. Et nous ne pouvons pas avoir une politique de défense sans avoir une politique d'énergie. Allez,